Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse bilan. Sans plus tarder, je cède la parole au Premier ministre du Québec, M. François Legault. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, vous parler un peu de la session qui vient de se terminer, mais aussi de l'année qui se termine. On a continué, entre autres, à se concentrer sur deux grandes priorités, le portefeuille des Québécois et protéger notre identité. Je commence avec le portefeuille. Bien, vous le savez, je l'ai répété souvent, mais c'est important que tout le monde le comprenne. Moi, c'est une de mes grandes fiertés de voir que depuis 6 ans, donc depuis qu'on est au gouvernement, on a eu une meilleure croissance économique là, par habitant que l'Ontario puis que le reste du Canada. Donc, c'est quand même pas rien. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour les salaires, puis c'est vrai surtout pour le revenu disponible. Puis évidemment, on le sait, là, partout dans le monde, il y a beaucoup de citoyens qui sont fâchés parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation, donc augmentation du prix de l'épicerie, des loyers, les taux d'intérêt. Mais quand on regarde le revenu disponible après inflation, donc ça veut dire après impôt et après inflation, on voit que le revenu disponible a augmenté 2 fois plus vite depuis 6 ans que dans le reste du Canada. C'est à peu près la même chose si on prenait l'Ontario. Donc, ça veut dire que quand on prend les augmentations de salaire, qu'on enlève les impôts, puis rappelons-nous qu'on était le seul parti qui défendait les baisses d'impôts, et donc on a baissé les impôts, bien, ça couvre plus que l'inflation. Donc, il y a eu une augmentation nette qui est le double de ce qui est arrivé dans le reste du Canada. Bon, évidemment, on va tous comprendre que c'est une moyenne. Donc, ça se peut qu'il y a des pas ça se peut, il y a des personnes qui n'ont pas eu, par exemple, les augmentations de salaire de la moyenne, qui ont subi les augmentations à l'épicerie, dans leur loyer, donc qui peuvent être dans une situation qui est différente. Mais il reste que, quand on se compare, on se console, et dans la situation actuelle, bien, on peut voir que le Québec a mieux fait que l'Ontario puis que le reste du Canada. Puis, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec qu'on a réussi ça. Donc, ça nous a permis aussi de réduire le fameux écart de richesse qu'on a entre le Québec et le reste du Canada. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend en économie en 2025? C'est certain qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes actuellement, ce qui n'est pas bon pour toute l'économie canadienne. Donc, on se retrouve dans une situation où la menace de tarifs de Donald Trump bien, va nuit déjà à l'économie canadienne. Donc, c'est certain qu'on parle de tarifs de 10 ou de 25 ça voudrait dire beaucoup de pertes d'emplois au Canada. Donc, évidemment, on va se battre. Je vais avoir une réunion des premiers ministres des provinces 15 et 16 décembre prochain. On a commencé à avoir des discussions avec M. Trudeau. On a mis en place un comité qui se réunit aux 2 semaines pour se faire une stratégie industrie par industrie, parce qu'on sait qu'il y a certaines industries où M. Trump ne peut pas se passer de nos produits. Donc, on va avoir une vraie négociation avec une vraie stratégie, mais on peut quand même penser qu'il y a un risque important pour toute l'économie canadienne. L'autre chose qu'on veut faire, c'est d'accélérer ce qu'on est en train de faire chez Hydro-Québec. On vous l'a mentionné, on veut doubler la capacité d'Hydro-Québec. Ça veut dire qu'on parle du chantier le plus important de l'histoire du Québec. Donc, on veut accélérer les travaux, le développement d'une capacité additionnelle. C'est vraiment là, on se prépare pour les prochaines générations, donc décarboner le Québec et attirer des entreprises. Maintenant, parlons d'identité.
D'abord, rappelons-nous qu'on a adopté, justement, mon collègue ici, la loi 21, qui interdisait les signes religieux, entre autres pour les enseignants à l'école. Par contre, est arrivée une situation qu'on a découverte qui est totalement inacceptable, qui est choquante, où on a vu des enseignants mettre en place des concepts religieux islamistes dans des écoles. Des enseignants qui défendent, entre autres, à des filles de faire du sport. Des enseignants, on le voit encore ce matin à Laval, qui font des prières dans les classes de nos écoles. Bien, moi, je veux aujourd'hui là, envoyer un message très clair aux islamistes. Là. Les valeurs fondamentales qu'on a au Québec, comme la laïcité, comme l'égalité homme-femme, bien, on va se battre, puis jamais, jamais, on va accepter que des personnes essaient de ne pas respecter ces valeurs qui sont fondamentales au Québec. Au Québec, là, pas de place pour la religion dans le secteur public, puis il n'y a pas de place non plus pour des gens qui pensent que les hommes et les femmes ne sont pas égales. Le message va être très clair pour tous les islamistes qui sont ici. Je termine en vous parlant aussi rapidement de ce qui se passe en éducation et en santé. Bon, évidemment, je le dis souvent, on a augmenté de 50 % les budgets en éducation et en santé. Juste cette année, on a ajouté 13 000 aides à la classe. 13 000 aides à la classe qui aident les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, donc une deuxième personne dans les classes. En santé, je dirais, on a commencé à faire un bout de chemin. On a enfin signé la convention collective avec la FIC, c'était signé pas plus tard qu'hier, donc avec les infirmières. Ça va nous donner de la flexibilité pour améliorer l'efficacité dans le réseau de la santé, mais il reste un gros morceau, les 2 syndicats de médecins, puis en particulier les médecins de famille. Je l'ai dit souvent, là, jamais on va être capable d'avoir un réseau de la santé efficace si chaque Québécois n'a pas accès à un médecin ou à un groupe de médecine de famille. C'est ce qu'on appelle la première ligne. C'était dit par Michel Clair puis par tous ceux qui ont analysé les réseaux de la santé. Donc, certains médecins de famille, je fais attention, là, il y en a qui travaillent fort, mais il y a certains médecins de famille qui vont devoir travailler plus d'heures par semaine, prendre en charge plus de patients. Nous, on pense qu'il y a assez de médecins de famille pour que chaque Québécois soit pris en charge par un médecin de famille ou un GMF. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de vent de face, mais on ne va pas se laisser distraire. On a des grands défis devant nous et on va laisser les Québécois nous évaluer en 2026, puis je serai là comme chef de la CAQ. Merci. Merci beaucoup. On va débuter la période de questions pour les journalistes. Il y a 2 micros. On va essayer d'aller rondement. Une question, une sous-question. Et on va débuter avec Alain Laforêt. Bonjour à vous trois. Bon, vous venez de parler de vent de face. Oui. Est-ce que vous êtes victime de l'usure du 2e mandat parce que, faites juste me laisser terminer, Maurice Duplessis est réussi 3 mandats, Jean Charest réussi avec un minoritaire, vous seriez le 3e. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Mais comment changer cette tendance-là? Parce que les gens au Québec sont peu portés à voter 3 fois pour le même parti. Je ne vous ferai pas, là, vous allez être déçus, d'analyse politique. D'abord, je ne suis pas rendu là. On n'est pas en 2026. On n'est pas à la veille de la campagne électorale. Moi, là, le matin, quand je me lève, là, je pense économie, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump. Comment je fais pour protéger le portefeuille des Québécois? Comment je fais pour protéger l'économie du Québec? Puis je veux aussi protéger notre identité. Puis
je dirais, durant l'année, là, on a avancé. Il y a un an, Justin Trudeau niait qu'il y avait trop d'immigrants au Québec. Maintenant, il avoue qu'il y a trop d'immigrants au Québec. Puis, dans les travailleurs temporaires, il a accepté de réduire le nombre, entre autres, ne plus accepter ceux qui sont à bas salaire, puis d'exiger au renouvellement un test de français réussi. Donc, ça veut dire qu'on avance. Et pour ce qui est de la stratégie, puis de voir comment on fera pour gagner un troisième gouvernement majoritaire, bien, je penserai à ça en 2026. Pour l'instant, c'est portefeuille, identité. Cette question-là est 2 fois par année. Un bon coup de la session, un mauvais coup de la session. Bien, écoutez, je ne serais pas surpris, mon bon coup. Je suis tellement fier que depuis 6 ans, le Québec a eu une meilleure croissance économique, une meilleure augmentation de salaire, puis grâce à nos baisses d'impôts, une meilleure croissance du revenu disponible quand on se compare avec le reste du Canada. Pour ce qui est des mauvais coups, du mauvais coup, bien écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'a achalé, entre autres, c'est les réfugiés ukrainiens qu'on a accueillis au Québec. Il y en a beaucoup, entre autres, ici à Québec. La couverture d'assurance maladie, dans un premier temps, quand la période a été terminée, ils ont perdu leur couverture d'assurance maladie. Ça nous a pris peut-être un peu de temps avant de travailler à rétablir ça. Là. Donc, je dirais que ça, c'était un mauvais coup. Prochaine question, François Carabin, Le Devoir. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, je veux vous lire une phrase que vous aviez prononcée au bilan l'année passée. Vous aviez dit, il y a eu beaucoup de controverses en 2023. Je pense que 2022 a été meilleur que 2023, mais je pense que 2024 va être une des meilleures. Est-ce que votre souhait s'est réalisé, Monsieur Legault? Juste pour ça? Écoutez, d'avoir battu la croissance économique du reste du Canada, que le portefeuille des Québécois soit plus rempli, qu'il ait augmenté dans leur poche l'argent qu'on leur donne, ça a augmenté plus vite dans le reste du Canada. Une bonne année. Est-ce que c'est une de vos meilleures? C'est la citation. Là. Ah, moi, je dirais que, écoutez, vous savez comment c'est important pour moi, l'économie, le portefeuille des Québécois. C'est ma plus grande fierté. Puis si on se porte vers l'avenir, en 2025, bon, il y a un déficit, vous ne l'avez pas mentionné, mais il y a un déficit de 11 milliards. Le gouvernement a déjà reconnu que ça amènerait des impacts sur les services. Est-ce que les Québécois, ou dans quelle mesure est-ce que les Québécois doivent s'attendre à un hiver difficile? Bon. D'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque année, incluant cette année, les dépenses augmentent. Incluant en santé, là, ils augmentent de 3 %. Bon. Est-ce qu'il y a eu à certains endroits des réseaux, je pense entre autres en francisation, mais aussi en santé, où des responsables ont comme dépensé leur budget trop vite en début d'année, se retrouvent dans une situation où, pour respecter leur budget, bien, ils doivent effectivement... Tu sais, si je vous dis, je vous permets d'embaucher 10 personnes, puis dans le premier 6 mois, vous en embauchez 12, bien, c'est sûr que le deuxième 6 mois va être dur, parce que le budget, il est pour 10. Mais vous parlez des réseaux, mais quelle part de responsabilité prenez-vous dans ces pertes de services? Écoutez, on a augmenté depuis 6 ans le budget de l'éducation et de la santé de 50 %. C'est du jamais vu, là. Quand j'étais dans un autre parti, j'ai été ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, j'aurais rêvé de ça, avoir 50 % sur 6 ans. Maintenant, il faut que tout le monde respecte son budget. Quand on vous dit je vous donne 3 %, je vous donne 4 %, bien, ce n'est pas 10 %, c'est 3 %, c'est 4 %. Il faut respecter son budget. On gère l'argent des contribuables. Puis je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est important de continuer à remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Merci. Prochaine question, Véronique Prince. Bonjour à vous trois. Bonjour. Votre ministre Jean-François Roberge a tweeté ce matin concernant justement l'école à Laval, puis il a parlé lui aussi d'entrisme religieux, comme Paul Saint-Pierre Plamondon l'avait fait il y a quelque temps.
Donc, est-ce que vous considérez aussi au gouvernement qu'il y a de l'entrisme religieux en ce moment? Bien, écoutez, je ne veux pas commencer à faire une bataille de mots, là, mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a des enseignants qui font rentrer dans des écoles au Québec des concepts religieux islamistes. Là. Quand on entend ce matin qu'il y a des prières dans les classes, bien, je m'excuse, là, mais ça ne respecte pas le principe de la laïcité. Puis oui, j'ai déjà demandé à Jean-François Roberge et à Bernard Drainville de me présenter une bonification légale de la loi 21 ou autre, mais c'est certain que je ne tolérerai pas ça. Là. On ne veut pas ça au Québec. Justement, sur ce que vous avez demandé à M. Drainville et M. Roberge, M. Drainville nous en a donné un aperçu aujourd'hui. Il va modifier la loi sur l'instruction publique. Dans le cas de M. Roberge, vous pensez à des manières législatives de mieux intégrer les immigrants. Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Comment, avec la loi, vous pouvez faire en sorte de faire une meilleure intégration des immigrants? Bien là, vous m'ouvrez la porte aussi, puis Simon va être content. On a reçu le rapport dernièrement sur les enjeux constitutionnels. Puis on suggère, entre autres, d'avoir une constitution québécoise. On pourrait penser que dans la constitution québécoise, bien d'abord, on établirait clairement nos valeurs, incluant la laïcité, incluant l'égalité hommes-femmes, incluant l'importance de l'intégration des nouveaux arrivants. Puis je l'ai déjà dit, on est ouvert à travailler sur une constitution québécoise. Prochaine question, Louis Lacroix. Bonjour. Bonjour. Outre la francisation et la question de la langue, est-ce que pour vous, l'immigration menace l'identité québécoise? Bien, écoutez, là, actuellement, il y a 600 000 immigrants temporaires. On prévoit que ça va diminuer avec les annonces de M. Trudeau, entre autres sur les travailleurs temporaires. On est en train de regarder ce qu'on va faire avec les étudiants. Mais il y a un bon pourcentage qui s'installe à Montréal, puis il y a un bon pourcentage qui ne parle pas français. Donc, le déclin du français qu'on voit à Montréal risque de s'accélérer si on ne réduit pas le nombre d'immigrants temporaires. Mais parce que vous reliez souvent la question de la langue à l'identité. Mais l'identité d'un peuple, ça va au-delà de la langue. Là. Ça va au-delà de... C'est pas juste une question de parler la langue. Il y a d'autres... Je vous en parlais tantôt, là. Moi, quand je vois des concepts religieux islamistes dans nos écoles au Québec, on veut pas ça. Là. Quand on dit une petite fille, on lui défend de faire du sport parce que c'est une fille. Ça ne respecte pas la valeur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ces personnes-là, c'est pas, en tout cas, des valeurs qu'on veut qu'ils transmettent au Québec. Prochaine question, Charles Le Cavalier. Attends, c'était ma première, ça? Bon, vas-y. Excuse, merci. Excuse-moi, Louis. Non, ça va, il n'y a pas de problème, je suis tellement gentil. Quoi qu'on en pense. Sur la question de la Constitution québécoise, M. Legault, est-ce que vous avez l'intention de demander à M. Jolin Barrette, qui est à vos côtés, de présenter un projet dès la prochaine session? Est-ce que pour vous, là, c'est prioritaire à ce point-là? Ben, je ne sais pas, là, Simon, tu as des enfants, puis il faut quand même lui donner le temps de faire le travail, mais il va travailler là-dessus. On n'a pas encore fixé de délai. Mais le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. Charles Le Cavalier. Bonjour. Ce matin, M. Roberge là, a dit que ça dépassait les limites de l'école, ce qu'il appelle l'entrisme religieux, qu'on voit ça ailleurs dans la société. Vous, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes à l'extérieur de l'école qui vous achalent? Les prières en public, par exemple, est-ce que ça vous dérange? Bien, moi, de voir du monde à genoux dans la rue à faire des prières, je pense qu'il faut se poser la question. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait voir. Mais est-ce que vous pouvez légiférer là-dessus? C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on regarde actuellement. Okay. Sur un autre sujet, là, il y a eu des articles qui ont été écrits sur est-ce que M. Legault va se représenter en 2026 ou pas. Il y a même eu un sondage là, qui montrait que Mme Guilbeault là, serait bien placée pour vous remplacer. M. Jolin Barrette n'était pas loin derrière. Comment vous vous sentez là, qu'il y a cette discussion-là publique, disons, autour de vous? Je ne sens pas de pression là,
J'ai déjà vécu ça dans d'autres parties où il y avait des dauphins qui poussaient. Là. Je me sens pas poussé, puis j'ai été très clair. Je serai le chef de la CAQ pour l'élection de 2026. Caroline Plante. Bonjour, M. Legault. Le 2 octobre dernier, vous avez suggéré le transfert obligatoire de migrants vers d'autres provinces canadiennes. Je voulais savoir, est-ce que c'est encore une solution? Bien, écoutez, j'ai demandé à M. Trudeau effectivement, de transférer, parce revenons à la base, là, le Québec, qui représente 22 de la population canadienne, a reçu 45 des demandeurs d'asile. On a 160 000 demandeurs d'asile actuellement au Québec. Bien, je continue à demander à M. Trudeau de répartir équitablement les demandeurs d'asile entre les provinces. Oui. Donc, vous maintenez que le transfert obligatoire de migrants, c'est encore une solution? Bien, ça ne peut pas juste être un vœu pieux. OK. Sur la santé, maintenant, il y a 10 017 patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an. Comment allez-vous faire le rattrapage des chirurgies en comprimant les dépenses? Bon, d'abord, il n'est pas question de comprimer les dépenses. Il est question de respecter l'augmentation de budget de 3 en santé. Donc, il n'y a pas de compression année sur année. Puis là, bien, quand le 1er avril va arriver, il va y avoir une autre augmentation de budget en santé. Maintenant, on a fait le choix, durant la pandémie, de reporter plus qu'ailleurs des chirurgies. Ça nous a permis de sauver entre 10 et 20 000 décès au Québec. Évidemment, il faut faire le rattrapage. Là, ça prend deux choses. Ça prend la collaboration des infirmières. On pense qu'avec la convention collective qu'on vient de signer avec la FIC, ça va être possible de pouvoir mieux assigner les infirmières, entre autres pour les chirurgies. Maintenant, on est en négociation avec la FMSQ. Vous rappellerez que la FMSQ, dans la dernière négo, avait accepté de couper leur salaire en disant « je vais mettre un montant », on parle de centaines de millions, dans un programme qui s'appelle l'IPAM. Bien, c'est le temps d'utiliser cet argent-là pour aller plus vite dans le rattrapage de chirurgie. C'est en discussion avec la FMSQ. Vous disiez qu'il n'y a pas de compression de dépenses, mais il y a un déficit anticipé de 1,5 milliard. Il y a des dépenses, il y a une réduction de dépenses. Bien, écoutez, si moi, je vous dis, je vous permets d'augmenter votre budget de 10 milliards, puis vous l'augmentez de 11 milliards et demi, mais je vous dis, non, il faut ramener ça à une augmentation de 10 milliards. Là. Mais le rattrapage des chirurgies va être possible dans ce contexte-là? Bien, d'abord, il y a de l'argent dans ce fonds-là qu'on appelle l'IPAM, qu'on pourrait utiliser. Prochaine question. Monsieur Legault, vous nous répétez souvent que vous êtes une personne impatiente. En santé, là, êtes-vous impatient? Ça fait quand même 6 ans que vous dites ça s'en vient. Là c'est rendu, il faut s'entendre avec les médecins. Ouais. C'est toujours, ça s'en vient, lâchez pas les Québécois, soyez patients, vous leur demandez, mais vous-même, vous êtes impatient. Êtes-vous tanné de ça? Bien, écoutez, je voyais PSPP qui disait à nous autres, on va changer le mode de rémunération des médecins de famille. J'aimerais savoir ça, moi, là, Paul, aller négocier ça. Le syndicat de la FMOQ puis de la FMSQ, c'est des syndicats pas faciles à négocier. Tous les gouvernements, que ce soit le PQ ou le Parti libéral, ont toujours cédé devant les médecins parce qu'à un moment donné, tu te tannes, mais là, nous, on ne cédera pas. Donc, je ne peux pas vous dire là, combien ça va prendre de temps, puis ça va finir comment, mais une chose qui est sûre, là, c'est qu'on ne baissera pas les bras. C'est important, c'est crucial, c'est incontournable. Jamais le réseau de la santé va être efficace si les médecins de famille ne prennent pas en charge tous les Québécois. Actuellement, il y en a 7 millions qui sont pris en charge. On en avait 6,4 quand on est arrivé, donc on a quand même une petite amélioration. Mais là, il y a encore des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, puis on pense qu'il y en a assez. Donc, il faut que certains médecins de famille travaillent plus d'heures, prennent en charge plus de patients, et on va continuer à être dur dans nos négociations.
Tantôt, sur l'économie, vous avez dit, bien, quand on se compare, on se console. Mais vous avez aussi dit, il y en a qui ne l'ont pas eu, cette augmentation-là. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Parce qu'eux, ils vont regarder votre bilan puis ils vont dire, hey, ça va mieux au Québec, mais chez vous, Ouais. ça va pas mieux. Bien, regardez, là, je vous donne 2 exemples. Ceux qui reçoivent de l'aide sociale, on a augmenté l'aide sociale pour ceux qui ont des contraintes à l'emploi là, de 50 parce qu'effectivement, ces personnes-là ne peuvent pas compter sur une augmentation de salaire, ils ont une contrainte à l'emploi. Prenez les personnes âgées de 70 ans et plus, c'est beaucoup d'argent de dire on vous donne 2 000 $ après impôt à chaque année, parce que vous aussi, des fois, vous n'avez pas la chance de compter sur une augmentation de salaire. Donc, je pense qu'on a essayé d'aider ceux qui étaient moins aidés par leur augmentation de salaire. Le journal? Oui, bonjour à tous les trois. Monsieur Legault, quand vous parlez de la question de l'identité, vous parlez souvent de l'islamisme. Oui. Vous savez comme moi que l'islamisme, c'est un programme politique. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on est face à un programme politique musulman, une volonté d'imposer des valeurs musulmanes, plutôt qu'à des exemples, disons, aléatoires comme ça de gens qui tout simplement veulent prier à l'école ou qui ont besoin d'exprimer leur foi? Bien, écoutez, les exemples qu'on a vus concrets, là, puis Bernard Drainville en a parlé dans le détail, c'était de l'islamisme, c'était pas d'autres religions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous y voyez une volonté politique d'imposer des valeurs musulmanes? Ben, écoutez, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là de savoir c'est quoi leur volonté, mais ce que je sais, là, c'est quand on empêche une petite fille de faire du sport, là, ça ne respecte pas les valeurs au Québec. Vous avez insisté pour dire que vous allez être candidat en 2026, là, que vous restez en poste. Vous aviez 2 conditions à l'époque, être en santé. Tant mieux si vous Vous êtes avez en manqué santé. une bonne game. J'ai dit plusieurs Je suis fois d'ac- après qu'il n'y en a plus de conditions. Je serai candidat en 2026. À l'époque, vous disiez quand même, si j'ai l'appui des Québécois, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez toujours l'appui des Québécois pour être candidat, mener vos troupes Ben, en je ne 2026? suis pas là actuellement. Je ne suis pas en train de penser comment je pourrais faire pour avoir. Je vais penser à ça en 2026. Ma préoccupation actuellement, là, ça s'appelle Donald Trump. On pourrait avoir des impacts majeurs sur les emplois partout au Canada si on se retrouve avec ces augmentations de tarifs qu'ils proposent. Donc, ça, là, c'est ça qui me préoccupe. Ce n'est pas mon élection en 2026. Prochaine question, nouveau? Oui, M. Legault. Bon, la filière batterie Nordvolt, il y a des turbulences en ce moment. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent avec tout ce que vous savez maintenant au cours de la dernière année là, par rapport à ce dossier-là? En affaires, en économie, ce qui est important, c'est la moyenne au bâton. Je ne sais pas si vous suivez le baseball, là, mais c'est la moyenne au bâton. Et quand on regarde notre moyenne au bâton, ce qu'on a décidé en 2018, c'est d'augmenter les interventions, entre autres d'investissement Québec. On a aidé des centaines d'entreprises à investir au Québec. On a augmenté les investissements privés non résidentiels beaucoup plus vite au Québec que dans le reste du Canada. On a regardé surtout les entreprises qui offraient des salaires plus élevés. Donc, résultat des courses, en moyenne, on a des augmentations de salaire au Québec qui sont plus élevées que dans le reste du Canada parce qu'on a fait plus de bons coups que de mauvais coups. Donc, je comprends que votre job, c'est peut-être de parler des quelques mauvais coups, mais il faut que tout le monde ait l'honnêteté de regarder le portrait global. Le portrait global, c'est qu'on a été meilleur. Qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile pour vous cette année? Le moment le plus difficile, quand j'ai interrompu Geneviève la semaine passée. Non, mais cette semaine. Non, mais écoutez, c'est jamais simple, là. Je vous le dis, là, ça me chicote beaucoup ce qui s'en vient du côté des États-Unis. Je pense qu'il faut que tout le monde réalise, là, demain matin, si toutes nos exportations, il y a un tarif de 10 là, dans les régions du Québec, entre autres, là, ça ferait très mal. Donc, comment on essaie de sortir de ça, là, puis comment on essaie de compenser les éventuelles pertes d'emploi, c'est... Tu sais, je me dis des fois, là, hey, j'ai eu la COVID, puis là, j'ai Donald Trump, là, tu sais, ouais, c'est ça, là. Donc, c'est pessimiste, cette... Bien, écoutez, il faudrait être irréaliste pour ne pas voir le risque
On va prendre la prochaine question. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, vous êtes un homme d'affaires. Vous avez un certain pif. Comment vous évaluez les pronostics en pourcentage de la chance que Nordvolt se réalise, le projet Nordvolt, maintenant? Bien, écoutez, moi, j'espère que... regardez, je vais vous presque retourner la question. Pensez-vous que dans 5 ans, il va y avoir dans le monde plus de véhicules électriques? Moi, je suis convaincu que oui, OK? Mais là, ce qu'on a vu depuis 1 an, c'est que les ventes de véhicules électriques ont été beaucoup plus faibles que ce qui avait été prévu, pour toutes sortes de raisons. Moi, je pense qu'à moyen terme, si on pense à nos enfants, nos petits-enfants, là, ça va en prendre des batteries pour des véhicules électriques, puis ça va en prendre d'économie verte, puis ça va prendre de l'énergie verte, puis doubler Hydro-Québec, c'est à peu près le plus bel héritage qu'on ne peut pas laisser à nos enfants. Donc, à moyen terme, j'y crois. Maintenant, je parlais de Donald Trump. Qu'est-ce qui va arriver demain matin s'il y a des produits canadiens qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis ou qui peuvent entrer, mais seulement avec des tarifs? Bon, on sait que M. Trump va être là pour 4 ans, donc il ne faut quand même pas vivre juste pour 4 ans. Il faut penser à plus long terme. Donc, il y a encore des bonnes chances, selon vous? Bien, moi, je pense, bon, d'abord, il n'y a pas juste Nordvolt, là, il y a Nemaska Lithium, il y a GM, il y a des compagnies coréennes. Le parc de Bécancour est bien plein. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'avenir pour les batteries, pour les véhicules électriques, il y a de l'avenir pour l'aluminium vert, il y a de l'avenir pour l'acier vert, il y a de l'avenir pour les compagnies manufacturières qui vont se convertir à l'électricité plutôt que de fonctionner au gaz, au diesel ou autre. Vous êtes souvent revenu sur la question de la fierté. Vous lui redonnez la fierté aux Québécois. Ouais. Vous avez beaucoup martelé ce thème-là. Est-ce que vous estimez qu'actuellement, les Québécois ont de quoi être fiers, notamment par rapport à la qualité de leur service public, par rapport à ce qu'on leur donne comme service? Bien, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Moi, quand on me dit il y a 13 000 aides à la classe de plus dans nos classes pour les enfants, là, on sait qu'il y a 25 des enfants qui sont HDA, là, qui ont des difficultés d'apprentissage. De dire, on a réussi à ajouter une 2e personne dans 13 000 classes, ça m'encourage. Évidemment, il y a encore le relent des semaines où il n'y a pas eu d'école. Vous vous rappellerez, là, j'ai rouvert les écoles plus vite qu'ailleurs parce que je savais qu'il y aurait des dommages. Même chose en santé, mais en santé, en plus des impacts de la pandémie, il faut enfin régler le dossier des médecins de famille. Puis c'est pas facile, c'est pas facile. Merci. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Vous aviez demandé il y a quelques semaines au Bloc québécois de faire tomber le gouvernement à Ottawa. Dans le contexte où là, vous nous parlez beaucoup de Donald Trump, vous devez travailler avec Justin Trudeau pour travailler sur les tarifs. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait cet appel-là à ce que le gouvernement Trudeau tombe? Bon, rappelez-vous du contexte à l'époque. On discutait avec M. Trudeau, puis là, il a changé un petit peu dernièrement, mais on disait à M. Trudeau, il faut réduire le nombre d'immigrants au Québec. Puis M. Trudeau refusait. Puis là, bien, le Bloc québécois avait Justin Trudeau dans les câbles, puis il aurait pu dire à Justin Trudeau, bien, soit vous réduisez le nombre d'immigrants, ou on fait tomber. Une occasion manquée. Mais là, aujourd'hui, sentez-vous que vous avez perdu un rapport de force par rapport à ça, à cette demande-là? Bien, d'abord, je suis content de voir qu'il y a une évolution chez M. Trudeau. Là. Il a quand même annoncé que dans le programme PMI, il va réduire le nombre. Puis en plus, il va exiger le français. Bon, il reste les demandeurs d'asile, qu'il faudrait qu'ils travaillent un peu plus fort. Mais il y a une élection fédérale qui s'en vient. On va prendre une dernière en français. Isabelle Potter. Oui, bonjour. Je voudrais vous entendre sur la francisation. Quand on réinjecte de l'argent après avoir fermé des classes, c'est qu'au minimum, on a fermé trop de classes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se demande comment vous avez pu l'échapper dans ce dossier-là alors que le français, c'est supposé être une priorité de votre gouvernement. Bon. Content d'avoir la question, mais ça me donne l'occasion de bien l'expliquer. Quand on est arrivé en 2018, on francisait 30 000 personnes par année. Actuellement, on en francise 70 000 par année, plus que le double. OK? Ce qui est arrivé cette année, à cause des 600 000 immigrants temporaires, c'est qu'il y a des centres de services qui, dans les premiers 6 mois, ont
presque utilisé tout leur budget. Là, ils se sont retrouvés dans le dernier 6 mois qu'il n'y avait plus de budget, même si c'était un budget en croissance. Bien, c'est pas idéal. Mettons-nous à la place des profs de dire je travaille le premier 6 mois, puis le deuxième 6 mois, je ne travaille pas. Ça aurait été bon de planifier. Puis ce que j'ai demandé à Bernard, à Jean-François, c'est on peut-tu s'assurer l'année prochaine? Là, moi, je ne pensais pas que c'était nécessaire de leur expliquer ça, que quand tu as un budget pour 12 mois, tu l'étales sur 12 mois, tu ne te lances pas pour tout l'utiliser dans le premier 6 mois. OK. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas... le tort incombe seulement au centre de services scolaires. Le gouvernement n'a aucune responsabilité là-dedans? Bien, il y a 3 endroits où se donnent des cours. Il y a Francisation Québec, il y a des organismes communautaires, puis il y a les centres de services. Bon, est-ce qu'il peut y avoir aussi une meilleure coordination? Mais une chose qui est certaine, c'est qu'au total, le budget a augmenté. Donc, qui a utilisé une trop grande partie du budget dans le premier 6 mois, c'est pas idéal comme planification, là. Donc, tout le monde doit se regarder. Puis, bien, nous aussi, on doit peut-être, à un moment donné, aller les prendre par la main et dire, hey, si on veut garder les profs, c'est peut-être mieux de les engager pour 12 mois plutôt que de n'engager plus juste dans le premier 6 mois. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de mon collègue tout à l'heure qui vous demandait est-ce que les Québécois doivent s'attendre à un hiver difficile au retour des fêtes? Parce que là, vous dites vous-même qu'il reste beaucoup de choses à faire pour améliorer les services publics, mais vous n'avez pas d'argent, vous avez un immense déficit. Là, il y a plein d'itinérants dans les rues, la crise du logement est loin d'être réglée. Malgré votre tableau, là, il y a quand même beaucoup de gens qui ne ressentent pas du tout les effets du tableau. Donc, est-ce qu'on a raison de craindre que ça va des mois difficiles là, sur le plan social et économique? D'abord, on n'a jamais autant investi dans les organismes communautaires, en itinérance. On a doublé le nombre de places en éducation, en santé mentale. On n'a jamais autant investi. Bon, évidemment, on pourrait toujours en investir plus, mais il n'y a pas de réduction de budget. Puis l'année prochaine, je vous annonce que pour 25-26, il va y avoir une augmentation des dépenses, des budgets, mais ça va être resté raisonnable. On va passer aux questions en anglais. Cathy Senet. Mr. Legault, what makes you so uncomfortable with people praying on the streets in public spaces that makes you think that you should put in place a new piece of legislation on this? We took a decision many years ago in Quebec about securalism, and I don't want to see again in public. In private, you can do whatever you want, but in public, including in public schools, to see people trying to have children, have small people having to pray in the classrooms. But in public spaces? In public spaces, it's the same. I think that people are a bit fed up to see that. Okay. And you think that a constitution for Quebec will help in this, on this front? I said that I'm open, and I gave a mandate to Simon to see what can be done. We received a report with 42 recommendations, so it's not only a constitution, but I think we have to make sure that we protect our language and our values. And in our values, I include secularism and equality between men and women. When I see in a school that some teachers, they say that the girls cannot have sport, I have big trouble with that. And one last thing, you said that you had the COVID-19 pandemic, and that was like a lot of work, and now you have the threat of Trump with his tariffs. You were quite popular during the COVID-19 pandemic among Quebecers. Don't you see the threat of Mr. Trump as a way to show Quebecers again what you can do to defend them? I didn't wait for Mr. Trump
to focus on economy. I'm so proud that in the last 6 years we did better than the rest of Canada. I would like to continue doing so, but I think we all have to be realistic. It's a serious threat to get tariffs of at least 10%. It would be terrible for our economy, for the Canadian economy. Filoutier. Good day. Good day. I just want to clarify what you just said. I understand you're uncomfortable with religious displays in the schools. And Bill 21 is a law that covers public institutions. But the fact that you just said that you're uncomfortable seeing people praying in the streets, so are you talking about legislating against religious displays in public? And would that include banning, like in some countries, banning people from wearing the hijab in the metro? What are you talking about exactly? Yeah. How far will you go? But I think we have to make the difference between public places and praying in a church, in a mosque. You should pray in a place that is for praying. But in parks, public parks or public streets, we'll look at what we can do, but that's not what we want. But how, excuse me, but how would you do that? Like, it would be against the constitutional rights of individuals, would it not? That's what we'll look at. And Louis wants you to say it in French. Oui, ben, ce que je dis, c'est que de voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Quand on veut prier, on va dans une église, dans une mosquée, mais pas dans des lieux publics. Et oui, on va regarder les moyens où on peut agir légalement ou autre. And last year, I asked you if 2023 was a bad year and annus horribilis. Do you remember we had that conversation last year? And you said you hoped 2024 would be better. And was 2024 better for your government? And why? Why? Because I'm so happy that the economy went better in Quebec than in the rest of Canada, that went better than Ontario. I'm so proud of that. I'm telling that about every week to Doug Ford. So I'm proud of that. So please give me that. Next question, Franca. Good afternoon. I understand that you're proud of the chart, but you did still have a pretty difficult fall when it comes to the polls, for instance. You were still down in the polls. What makes you so confident that you'll want to run again as Premier in 2026? I still have work to do. I think that, for example, what we're doing at Hydro-Quebec, we want to double the size of Hydro-Quebec. For me, I'm very excited about that. I'm very anxious to make announcement about concrete projects with Hydro-Quebec. And I think it will be the best thing for the future generations to double the size of Hydro-Quebec. So I want to be there, and I think it won't be finalized in October 2026. So I would like to have another 4 years to continue, for example, working on doubling the size of Hydro-Quebec. I understand as well that you've said your government has invested a lot in healthcare, but Minister Dubé doesn't deny that there will be cuts in healthcare, that there are budgetary cuts that are necessary, and he's not denying that it could have an impact on patients. So what's your message today to patients who are concerned going into the coming months that they could see their services cut? Okay. Well, as you know, the year, how do you say that? C'est-tu fiscal year or whatever? Fiscal year, yeah. Fiscal year is from April 1st to March 31. Is this a fiscal year? Yes. Yeah, okay. When you compare 24-25 to 23-24, there's an increase of 3% for all expenses in healthcare. Of course, we had some hospitals or places in the network where they disburse not
112 every month. They spent more than the budget we gave them. So what we tell them right now is you can't have deficit. You have to respect your budget. So if you spend too much in the first few months, you now have to adjust and make sure that you respect the budget. It's the money of taxpayers, and we just want them to respect the budget. But in total, for the fiscal year, there's an increase of 3%, so there's no cut. And lastly, the last question, yeah? Good afternoon. Mr. Legault, are you willing to use the notwithstanding clause when it comes to banning people praying in parks? Right now, we're studying all options, so I cannot answer your question so far. I don't have all the answers. It's something we're looking at. But you're not saying it's a no? I'm not saying it's a no. When it comes to what's going on in Terrebonne, there's where Minister Fitzgibbon had his seat in Terrebonne? In Terrebonne, yeah. Yes. Okay. Why haven't you called a by-election there yet? Pierre Fitzgibbon resigned in September. We have 6 months to have an election, so we still have 3 months. So like all other governments, we'll respect the 6 months. Ben, écoutez, on regarde toutes les possibilités pour incluant l'utilisation de la clause dérogatoire. On ne souhaite pas voir des prières dans les rues. Merci beaucoup, c'est ce qui Merci est tout le monde. Joyeux Noël. Bonne Noël. Bonne année.